Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement. Et parlant de dons, je tiens à remercier mes derniers généreux donateurs. Merci encore à eux. Et merci à tous de votre soutien à cette chaîne. Et pour me soutenir, vous pouvez bien sûr partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. Merci encore pour tout cela. Donc là, cette vidéo va faire un petit point sur la Syrie et bien sûr sur ce qui s'est passé dans la ville d'Alep en Syrie. Nous allons voir les conséquences que cela va avoir au niveau géopolitique et bien entendu un petit peu aussi au niveau géostratégique, mais principalement géopolitique. Avant que je vous fasse mon analyse en profondeur de tout cela, je vais donc, comme je le disais, vous faire une petite présentation en carte et avec quelques petits commentaires qui accompagnent tout cela. Et donc, après seulement, vous aurez mon analyse. Commençons. Voici une carte générale de la Syrie afin de mieux vous situer. Ville d'Alep en haut à gauche. Ici une carte détaillée des forces en présence en Syrie. N'hésitez pas à utiliser la touche pause pour mieux comprendre cette carte. Là nous pouvons voir la carte côté nord de la Syrie qui est le plus important et le plus intéressant. Donc nous voyons en zone jaune les forces US aidant les Kurdes contre la Turquie. Donc la plupart des Kurdes sont aussi dans la zone jaune, mais aussi et surtout, il y a les forces américaines qui sont là pour contrôler les puits de pétrole, puisque je rappelle que les États-Unis volent tous les jours du pétrole syrien et en quantité énorme. Donc les forces US sont surtout là pour le contrôle des puits de pétrole et voler le pétrole à la Syrie. Mais pour le reste du monde, c'est pour aider les Kurdes contre la Turquie. Ensuite, on a la zone bleue qui représente les forces turques. Et là, militairement, les Turcs sont bien présents et ils combattent bien évidemment les forces kurdes. C'est l'endroit le plus connu pour n'importe qui dans le monde, puisque dans les médias, on ne parle que de cette zone, bien sûr. Ensuite, on a la zone bleu clair tout à gauche, qui est la force d'opposition syrienne contre Assad. Donc ce sont surtout des djihadistes. Il y a les Turcs qui sont là, qui soufflent le chaud et le froid. Alors avant, ils étaient contre Bachar el-Assad. Maintenant, ils sont plutôt pour. C'est vraiment assez complexe. Enfin, on a la zone verte qui est la zone purement syrienne de Bachar el-Assad, l'endroit où Bachar el-Assad contrôle vraiment son pays. Ici, nous pouvons voir deux territoires cerclés de vert. Un qui est à gauche, qui est un mélange de forces d'opposition syrienne, de forces pro-Assad et de Kurdes. Et un autre territoire cerclé de vert, plutôt jaune, qui est strictement la même chose. Mais à gauche, il y a très peu de forces russes et américaines. Alors qu'à droite, bien sûr, là vous avez vu, c'est du jaune, donc il y a beaucoup de forces américaines qui sont mélangées avec ces trois différentes forces, c'est-à-dire les forces d'opposition syrienne, les forces pro-Assad et les Kurdes. Et vous vous doutez bien que les Kurdes, bien sûr, fonctionnent de concert avec les Américains, puisque dans toute la zone nord de la Syrie, les Kurdes sont les alliés des Américains et vice-versa. Donc ici c'est fort simple, vous voyez le Liban en jaune et la Syrie donc à droite du Liban cerclée de rouge. Donc ici il est à noter que les forces iraniennes, ou on va dire plutôt, pour être plus exact, de communautés chiites, mais c'est la même chose là-bas, sont plutôt à la frontière libano-syrienne. C'est là où ils sont principalement groupés, mais bien sûr, il y en a partout dans le pays,
mais c'est là qu'ils sont principalement groupés. Quant aux forces russes, ils sont principalement présents sur la côte ouest de la Syrie, dans la ville portuaire de Latakia et de Tartous. C'est là qu'ils sont principalement présents parce que cela leur permet de surveiller la mer Méditerranée et donc les forces armées américaines qui viendraient en bateau. Donc ils les surveillent constamment et évidemment c'est parce que ce sont des points extrêmement importants, très stratégiques, que d'ailleurs les Américains envient. Ensuite, les forces russes, plus secondairement, sont au nord-est, donc côté kurde américain et le mélange des forces dont je vous ai parlé, anti-Assad et pro-Assad. Alors pourquoi les forces russes sont aussi présentes au nord-est, mais encore une fois petitement, en nombre bien inférieur aux soldats américains, c'est tout simplement pour surveiller les Américains afin qu'ils ne prennent pas trop leurs aises au niveau des puits de pétrole syriens. Malheureusement, les Russes ne sont pas intervenus comme ils sont intervenus au Venezuela et laissent plus ou moins faire les forces américaines qui volent énormément de pétrole syrien. À un rythme assez effréné, c'est extrêmement inquiétant. Il y a aussi des forces russes au sud du pays, mais vraiment très petitement, en très petit nombre, mais ils se doivent d'avoir un contrôle, tout du moins une surveillance de tous les territoires syriens, donc ils sont répartis un petit peu partout. Alors maintenant, on va parler des alliés de la Syrie, et ces alliés peuvent être classés en trois catégories. On a les alliés directs qui aident militairement, par exemple le Liban. Alors le Liban avec le Hezbollah qui aide militairement directement la Syrie. Nous avons l'Irak avec les milices chiites qui aident directement la Syrie. Nous avons aussi le Yémen qui aide directement la Syrie militairement, mais de manière anecdotique, j'ai envie de vous dire, alors que l'Irak, avec les milices chiites et le Hezbollah, aide vraiment directement de manière importante la Syrie. Ensuite, nous avons l'Iran qui aide militairement la Syrie de manière importante. Hors carte, nous avons bien entendu la Russie, comme chacun sait, qui aide énormément la Syrie militairement. Donc ça, c'est les soutiens de premier ordre, donc les alliés les plus importants de la Syrie. Mais on a aussi les alliés de second ordre, qui aident diplomatiquement et financièrement la Syrie, comme le Qatar ou les Émirats arabes unis, et de manière plus discrète financièrement et diplomatiquement, l'Arabie saoudite, le sultanat d'Oman. Donc ça, c'est très très important pour la Syrie d'avoir ce soutien arabe, puisqu'en fait la Syrie fait partie de la Ligue arabe. Elle a normalisé vraiment ses relations de manière très positive avec en réalité tous les pays arabes, plus l'Iran. Donc c'est une très bonne chose pour la Syrie. Et nous avons aussi les alliés diplomatiques uniquement, mais qui ont leur importance. Alors nous avons la Jordanie qui aide diplomatiquement, et nous avons la Chine, voilà, qui ne fait pas partie de la carte, mais qui est un allié fort de Bachar el-Assad, car Xi Jinping a récemment dit qu'il soutenait complètement Bachar el-Assad contre les terroristes djihadistes, c'est ainsi que nomment les Chinois les djihadistes qui ont envahi Alep. Et donc, au final, la Syrie a quand même de nombreux alliés, et pas des moindres en réalité. Alors malgré tout, bien sûr, la Syrie est en fâcheuse position. Et là, tout récemment, les dernières informations que j'ai eues au 2 décembre, c'est que les forces armées d'Alep, les djihadistes qui ont envahi Alep,
HTS, commence à être repoussé principalement par les forces russes et les forces syriennes de Bachar el-Assad. Je précise bien de Bachar el-Assad, puisqu'il y a des forces syriennes en Syrie anti-Bachar el-Assad. Donc les forces russes sont intervenues au niveau de troupes, principalement avec des troupes Wagner, avec des chasseurs bombardiers et avec des drones. Et ils ont déjà commencé les bombardements sur Alep et même autour d'Alep. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant les alliés de la Syrie. Alors comme vous avez pu le voir, la situation est très complexe en Syrie. Je vous rappelle en gros les antagonistes. On a le gouvernement de Bachar el-Assad, nous avons les Kurdes, nous avons les Turcs, nous avons les Américains, les Iraniens, les Russes, les Syriens rebelles qui se battent contre les Syriens de Bachar el-Assad, et nous avons la multitude de groupes djihadistes. Et là, le groupe djihadiste qui nous intéresse en ce moment, c'est celui qui a envahi Alep, appelé le groupe HTS, l'acronyme du chef de ce groupe-là, que je n'ai pas en tête, mais tous les journalistes parlent d'HTS. Voilà, ce groupe-là qui est apparemment parvenu à envahir la moitié d'Alep à partir du côté ouest d'Alep. Donc il s'enfonce à partir du côté ouest. Et donc, disais-je, la Syrie, comme vous avez pu le voir, c'est très très complexe, sans compter les relations, évidemment, elles aussi très complexes, et en plus pouvant être changeantes. Un exemple, par exemple, le Hamas, qui était proche de la Syrie, bah, commence à s'en détacher, apparemment. Alors peut-être que l'information n'est pas vérifiée, mais des médias disent que le Hamas commence à se détacher de la Syrie. Je ne peux rien confirmer du tout, hein. Mais ensuite, on a le cas énorme d'Erdogan, c'est-à-dire les relations turco-syriennes, où avant 2011, c'est-à-dire avant qu'il y ait la pseudo-guerre civile. Alors pourquoi je dis pseudo-guerre civile? Parce qu'en fait, c'est pas une véritable guerre civile qui a commencé en 2011, donc après le coup d'État qui a failli coûter la vie de Bachar el-Assad et sa famille. Eh bien, pourquoi je dis cela? Bah, parce que, bien évidemment, coup d'État qui a été fait par les États-Unis, grandement aidé par la Turquie, cela a échoué, heureusement, parce que Bachar el-Assad sentait le vent venir et donc il avait pris ses précautions. Après, en 2015, Bachar el-Assad a été grandement aidé par la Russie. La Russie est intervenue massivement à partir de 2015, bien que la Russie, bien évidemment, était là dès 2011 en sous-main, de manière plus ou moins discrète pour aider Bachar el-Assad. Mais bon, bref, pour revenir aux relations changeantes, je disais que Bachar el-Assad, eh bien, était très ami avec Erdogan, donc avant 2011, et même une fois, la famille de Bachar el-Assad est partie en vacances avec la famille d'Erdogan. Ils étaient très proches. Et pourtant, bah voilà, quand Bachar el-Assad a appris que la Turquie avait bien participé au coup d'État en Syrie, et bien à partir de là, Bachar el-Assad a eu la haine contre Erdogan. Alors, et jusqu'à maintenant d'ailleurs, hein. Donc, quand Bachar el-Assad a gagné la guerre avec la Russie contre les Américains, et on pourrait même dire, bien que ça ne soit pas dit officiellement, contre la Turquie, parce que la Turquie joue un double jeu en permanence, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Bachar el-Assad a fait le tour des grands-ducs, hein, des pays aux alentours, pour essayer de renouer des relations. Donc, il a vu l'Iran,
l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Sultanat d'Oman, le Qatar, et il a pu renouer des liens, et ça s'est bien passé, ainsi qu'avec la Chine aussi. Mais bref, Bachar el-Assad a vraiment renoué avec les Arabes, et c'est pour ça qu'il a pu être remis dans la Ligue arabe. Bachar el-Assad. Donc le pays, la Syrie, est maintenant refait partie de la Ligue arabe. Donc il avait vraiment fait très fort Bachar el-Assad, certes avec l'aide de la Chine et de la Russie qui, diplomatiquement, ont joué beaucoup pour Bachar el-Assad sur la scène internationale. Par contre, malgré que Vladimir Poutine ait demandé à Bachar el-Assad de renouer avec Erdogan pour des raisons purement étatiques, euh, Bachar el-Assad a toujours refusé de renouer avec Erdogan, il ne veut même pas le voir, alors qu'Erdogan, à plusieurs reprises, a demandé, même à de nombreuses reprises, a demandé à Bachar el-Assad de le rencontrer afin d'abaisser les tensions entre les deux pays, et Bachar el-Assad a toujours refusé. Il a trop la haine envers Erdogan. Alors, bon, moi me concernant sur ce sujet précis, je pense que Bachar el-Assad la joue mal. Il devrait essayer de renouer avec Erdogan et alors certes, il devra passer par une petite humiliation, voire même une grande humiliation, et il devra ravaler la trahison terrible d'Erdogan qui a participé au coup d'État qui a failli faire que Bachar el-Assad et sa famille meurent en plus, hein, à cause de ce coup d'État américain en 2011. Bref, donc les relations turques syriennes sont très mauvaises, et Bachar el-Assad devrait essayer de renouer avec Erdogan pour essayer de normaliser tout ça. La Syrie est dans un tel état de misère, car quand Bachar el-Assad a gagné la guerre, entre guillemets, hein, c'est pas une vraie guerre, mais bon, quand Bachar el-Assad a gagné la guerre avec la Russie contre les Américains et un petit peu contre la Turquie, eh bien, qu'est-ce qu'ont fait les États-Unis? Ils ont fait énormément de sanctions contre la Syrie. Syrie qui était déjà à terre. Syrie qui subissait déjà les sanctions américaines de 2011. En plus, hein, n'oublions pas que après, on a dit que Bachar el-Assad avait gazé son peuple, hein, souvenez-vous, 2012-2013. Souvenez-vous de cela, le gazage de son propre peuple. On a appris après que c'était faux. Voilà, exactement quand on a dit que Kadhafi en Libye avait massacré 6000 personnes de sa propre population. Évidemment, c'était une invention pure et simple. Bah, pour Bachar el-Assad, c'est pareil. Eh bien, la Syrie n'a cessé d'avoir plus de sanctions, et elle a eu encore beaucoup plus de sanctions lors de sa victoire. Donc les Américains voulaient donner aucune chance à la Syrie de se relever après la fameuse guerre qu'elle a gagnée avec la Russie. Donc la Syrie, elle est un peu pieds et poings liés. Et sans aide extérieure, la Syrie est finie. La Syrie a des alliés relativement puissants, même puissants, comme l'Iran et la Russie. C'est deux plus grands alliés. Elle a aussi le Hezbollah, bien sûr, comme allié, mais ce n'est pas un allié très puissant. La Syrie a d'autres alliés mineurs, des plus petits pays, bien évidemment, mais ces pays-là n'osent pas donner leur soutien publiquement de peur de subir des censures, des sanctions américaines, ce qui serait un coup terrible pour les pays en question. Car vous savez bien que quand les États-Unis n'aiment pas un pays, ils sanctionnent le pays, et que si les États-Unis font ça, toute l'Union européenne suit en général, ou presque toute l'Union européenne. Voilà, donc en gros, c'est tout l'Occident qui, tout d'un coup, se tourne contre le pays en question. Donc le pays en question n'ose pas contredire
la politique hégémonique américaine. Voilà. Les États-Unis sanctionnent des pays, en général des petits pays relativement faibles. Sanctionner des pays comme la Chine, la Russie, etc., vous avez vu, il y a une contre-attaque immédiate qui est absolument redoutable. Avoir sanctionné la Russie, ça a détruit en partie l'Union européenne. Ne l'oublions pas, hein. Et même affaibli les États-Unis en réalité, pour beaucoup de facteurs. Bon, je ne vais pas en parler ici. Bref, donc l'Iran a quelques alliés, pardon, la Syrie a quelques alliés, mais elle a des ennemis et des ennemis en interne. Donc on l'a vu, la Turquie qui joue un double jeu parce qu'à un moment donné, la Turquie était alliée avec Bachar el-Assad pour chasser les Kurdes, parce que Bachar el-Assad ne veut pas des Kurdes non plus. Donc là, il y avait une petite entente avec Erdogan concernant le sujet kurde. Mais là, pour parler de Alep, Alep qui a été envahi par la faction dite HTS qui, par l'ouest de Alep, a envahi soi-disant la moitié de Alep. Alors pourquoi je vous dis soi-disant? Parce que cette information, on l'a de l'Observatoire syrien des droits humains, qui est une entité créée par le Royaume-Uni, qui est en gros une entité de propagande qui est basée à Londres d'ailleurs, hein. Donc la moitié, bon, apparemment c'est très exagéré, mais par contre, là où il y a consensus, c'est qu'effectivement, HTS aurait majoritairement le contrôle d'Alep. Je dis bien majoritairement et non pas le contrôle total. Car évidemment là tout le monde se fie, quoi, tous les médias se fient au dire de l'Observatoire syrien, mais qui est un organe de propagande. Alors sur le terrain, on ne sait pas, on sait qu'effectivement eux, ce sont eux les plus puissants, donc le groupe djihadiste HTS, ça c'est certain, mais ça risque de changer puisque les Russes ont dit qu'ils avaient envoyé des chasseurs bombardiers et qu'ils allaient envoyer des groupes Wagner, donc pour aider la Syrie. Donc la Syrie a absolument besoin de l'aide russe pour pouvoir s'en sortir, sinon elle tombera. Alors évidemment, c'est très difficile pour la Syrie parce que même Vladimir Poutine, il aurait d'autres choses à faire. Par exemple, l'Ukraine. Donc malgré tout, bon, ce qui quand même est une bonne nouvelle pour Bachar el-Assad, c'est que la Russie n'est plus la Russie de 2011. La Russie de 2024 est beaucoup plus puissante que la Russie de 2011 ou même celle de 2015. Donc la Russie peut se permettre d'envoyer quelques missiles, quelques bombes, quelques chasseurs bombardiers, ce qui est le cas là. Et quelques centaines de troupes, ou voire même quelques milliers de troupes Wagner en Syrie. La Russie est beaucoup plus puissante qu'avant. Certes, là, elle est occupée avec l'Ukraine, mais elle est beaucoup plus puissante qu'avant et elle peut se permettre cela. Elle peut se permettre d'aider Bachar el-Assad. Donc, contrairement à ce que vous laissent entendre les médias, Bachar el-Assad est loin d'être enterré. Nous verrons bien. En tous les cas, là, la Russie a décidé de prendre les choses en main. Alors évidemment, il y aura certainement l'aide de l'Iran, bien sûr, et du Hezbollah. Mais ça prendra du temps parce que pour l'Iran et le Hezbollah, ben, il y a Gaza et il y a le sud Liban. Et là, le Hezbollah est complètement occupé avec le Liban. Alors maintenant, quand l'histoire du Liban sera terminée, le Hezbollah pourra retourner aider Bachar el-Assad en Syrie. Pour l'instant, là, le Hezbollah est en difficulté en Syrie parce qu'elle doit aider ses frères au Liban. Alors, et quant à l'Iran, bah, l'Iran est très occupé aussi, comme vous le savez, parce que l'Iran veut aider Gaza, mais veut aider le Liban, bien entendu aussi. Sans compter qu'elle a Israël qui menace directement l'Iran.
Donc c'est très difficile pour l'Iran, là, en ce moment, pour pleinement aider Bachar el-Assad. Nous avons que la Russie qui peut aider pleinement Bachar el-Assad. Encore une fois, je vous le dis, militairement, elle peut se le permettre. Donc maintenant, les Américains en Syrie, ben, eux, continuent de voler du pétrole et du blé. Et ils volent énormément de pétrole, énormément de blé, ce qui contribue bien sûr à l'affaiblissement de la Syrie. C'est voulu, d'ailleurs, bien évidemment. Bien sûr que c'est voulu. Donc, et ça expliquerait aussi pourquoi la Russie est en Syrie aussi. C'est un des autres facteurs. C'est pas que l'amitié Bachar el-Assad, Vladimir Poutine, ou les promesses de Bachar el-Assad des ressources de son pays à Moscou. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi pour empêcher géostratégiquement les États-Unis de s'implanter durablement en Syrie. Et pas que aussi empêcher la Turquie, qui a une grosse armée là-bas, empêcher les Kurdes aussi de s'implanter. Vous voyez? Donc c'est encore une fois très compliqué. Et la Russie, elle, elle a plusieurs raisons d'être en Syrie. Sans compter ces deux grosses bases portuaires russes qui sont bien implantées en Syrie depuis très longtemps. Et ces deux bases portuaires militaires russes sont très importantes pour la Russie afin de surveiller les Américains et d'aider aussi accessoirement Bachar el-Assad. Donc là, c'était concernant les Américains. Pour revenir à la Turquie, ben, la Turquie, là, elle a essayé avec la Russie de faire une réunion à trois, donc Syrie, Russie, Turquie, pour que la Syrie veuille bien discuter avec Erdogan. Mais comme je vous l'avais dit, Bachar el-Assad ne veut plus discuter avec Erdogan, tout du moins en personne. Je crois qu'ils se sont parlé au téléphone. Mais voilà, Bachar el-Assad ne veut pas voir Erdogan pour l'instant. Mais c'est comme ça, malgré les insistances russes. Donc là, la Russie essaye de faire l'intermédiaire entre la Turquie et la Syrie. C'est très très difficile. Là, Vladimir Poutine n'y arrive pas, on peut dire ce qui est. Là, tu as la Turquie qui veut renvoyer ces millions de Syriens réfugiés en Turquie, veut les renvoyer en Syrie. Bachar el-Assad ne veut pas, et ça c'est le point, un gros point de bataille entre Bachar el-Assad et Erdogan, les réfugiés syriens, parce que Bachar el-Assad ne veut pas de ces millions de réfugiés syriens qui ont fui le pays et qui sont à majorité anti-gouvernement Assad. Voilà pourquoi il n'en veut pas. Et puis ce sera d'autant de bouches à nourrir, à s'occuper, etc. Donc là, c'est le lot de Erdogan. C'est pour ça qu'Erdogan veut s'en séparer. Donc vous voyez, tout ça est très très difficile. Pardonnez-moi, là je suis un petit peu parti dans tous les sens, mais avec la Syrie, je crois qu'on n'a pas le choix. Sans compter toutes les factions djihadistes qui sont extrêmement nombreuses en Syrie et qui rendent les choses encore plus complexes, parce qu'il y a des factions avec les Américains, avec les Syriens, avec les Turcs, contre les Américains, contre les Turcs, contre Bachar el-Assad. Bref, c'est très, 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 très compliqué avec tout ça. Pour revenir à Alep, qui est la deuxième plus grande ville du pays, c'est vrai que là, le HTS a pris l'avantage en tant que groupe djihadiste, mais ce n'est que mon avis. Ça ne durera pas longtemps, puisque d'après l'agence de presse russe TASS, des renforts ont été envoyés sur Alep via des chasseurs bombardiers, via Wagner. Et apparemment, il y a aussi une brigade de pilotes de drones, donc avec les drones qui vont avec, bien sûr, aurait été envoyée aussi hier. J'ai su ça par TASS hier. Bref, Bachar el-Assad devrait encore tenir, voire même gagner, mais il faudra encore une fois une véritable implication russe. Par contre, cette implication russe
n'aura pas besoin, on n'est pas en 2015 là, hein, n'aura pas besoin d'être aussi puissante qu'elle ne l'était il y a quelques années. Là, ça va être on va appeler ça un gros coup de pouce, mais il n'y aura pas besoin de s'impliquer comme en 2015 par exemple côté russe. Et je le répète pour la énième fois, la Russie est beaucoup plus puissante, beaucoup plus qu'en 2015 et évidemment qu'en 2011. Et n'oublions pas Donald Trump qui avait annoncé qu'il retirerait ses troupes américaines de Syrie. Alors si cela s'avérait vrai, ce serait une nouvelle extraordinairement bonne pour Bachar el-Assad et Vladimir Poutine, et même accessoirement l'Iran. Donc imaginez-vous si les troupes américaines se retirent de Syrie, ça voudrait dire que la Syrie récupère 80% de son pétrole, 50 à 60% de son blé, etc., etc. Ce serait une nouvelle absolument extraordinaire et un regain de souveraineté lui aussi extraordinaire. Alors bon, pour l'instant, ce ne sont que des paroles de Donald Trump, mais encore une fois, si cela s'avérait vrai, ce serait une nouvelle absolument fantastique pour la Syrie et même pour la Russie. Et j'arrête là, sinon je vais être trop long. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne et toujours, soyez curieux.